IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jean-Luc Martin Lagardette ce soir pour La Dame aux mille pertuis, qui est un roman publié chez JLML éditeur. Jean-Luc Martin Lagardette, bonjour, vous êtes qui? Oui, bonjour. Eh bien, ravi d'être avec vous. Qui je suis? Comment dire en quelques mots? Oui, vous êtes quoi? Vous êtes écrivain, vous avez déjà publié pas mal de livres. Hein. Oui, j'ai publié une dizaine de livres. J'avais la profession de journaliste. Je suis à la retraite aujourd'hui. J'ai fait plusieurs livres spécialisés dans la déontologie journalistique. Et puis, le développement durable, l'environnement, et puis de la philosophie. Le droit de l'âme pour une reconnaissance politique de la transcendance chez l'Harmattan en 2008. Tout à fait. Le droit de l'âme, c'était une réaction contre le matérialisme ambiant de notre société qui ne cesse de croître et d'évacuer les alternatives qui cherchent à émerger, porteuses plus de spiritualité, plus de vie, plus d'ouverture. Et donc j'avais pensé qu'il était nécessaire de donner à l'âme un nouveau statut, l'âme humaine, puisque avant c'était religieux. L'âme, c'était le principe de vie que Dieu met dans chaque homme. Et avec la science, avec l'athéisme, avec le matérialisme, l'âme, ne l'ayant pas rencontrée sous le microscope et dans les équations, eh bien on l'a évacuée carrément. Et de notre société ne se préoccupe plus du tout de l'âme, sauf dans les milieux religieux. Et je pense que l'âme a pourtant une dimension universelle. Bon, c'est votre 10e roman, La Dame aux mille Non, pertuis. premier roman. 10e livre, mais premier roman. 10e livre, mais premier roman. Et alors, il y en avait un, c'était une pièce de théâtre. Voilà, c'était une pièce de théâtre. Qui s'appelait Comment va Youri? Exactement. Youri Gagarine. Non. Ça se passe en Russie, à l'époque juste avant la glasnost, juste avant que le mur de Berlin tombe et fasse s'écrouler toutes les sociétés soviétiques, et pour amener à la Russie. Et c'était l'idée que est-ce que la vérité est plus importante que l'intérêt politique? Dans un pays totalitaire, on sait que l'intérêt politique est plus important que la vérité. Et alors que dans ce roman, dans cette pièce de théâtre, c'est un historien qui tient, parce que c'est un scientifique, il tient à la valeur de la vérité et il préfère subir la répression plutôt que d'accepter d'aller dans le sens de ce que veulent les dirigeants. D'accord. La Dame aux mille pertuis, en avant-propos, vous dites que vous avez écrit ce roman pour exorciser le vide de la douleur laissée en vous par la brutale disparition de votre mère alors que vous aviez 3 ans. Oui, j'avais à peine 3 ans, ma maman avait 33 ans, j'étais son 4e enfant et elle est morte des suites d'une opération à la gorge lors d'un mauvais recouvrement après l'anesthésie en réanimation. Elle s'est étouffée et il n'y avait pas d'infirmière qui la surveillait à cette heure précise et on l'a retrouvée morte sur son lit d'hôpital. Et ça a été un terrible traumatisme pour tout le monde, pour son mari qui l'adorait et pour les enfants bien sûr, puisque à cet âge, le premier il avait 4 ans de plus que moi, donc nous étions encore tous très jeunes. Elle vous avait fait les uns après Voilà, les autres, c'est ça, à un an d'intervalle. presque. D'accord, donc vous aviez 3 ans. En quoi ce livre peut vous aider à la retrouver? Est-ce que l'héroïne, c'est votre mère? Bien sûr. Ben, c'était une aventure assez, pour moi, exceptionnelle parce que, en fait, tout est parti quand comme je le dis très brièvement, tout au long de ma vie, j'ai été pénalisé par ce vide d'un manque affectif, par le fait de ne pas avoir une référence d'amour suffisamment solide dans mon enfance. Et donc j'ai erré à la recherche de l'amour à droite, à gauche, avec bien des déconvenues, aussi des belles expériences, mais qui n'ont pas duré. Et donc je me suis retrouvé toujours avec ce vide immense, jusqu'au jour où j'ai pu, par mes recherches,
découvrir qu'il existait une réalité d'amour dans l'esprit. Pour moi, l'esprit est une énergie qui anime le monde entier, qui anime l'univers, mais qui est aussi une énergie d'amour. C'est-à-dire que ce monde, cet univers, contrairement aux apparences, il est bienveillant pour nous. Il nous propose quelque chose de beau, de bon. J'ai découvert cette source-là en moi. Donc je ne la cherchais plus à l'extérieur. Et c'est à partir de là que j'ai retrouvé un certain équilibre et que je me suis mis à vouloir retrouver ma maman d'une certaine façon. J'ai interrogé ma grand-mère, j'ai interrogé mes oncles, mes tantes, tous ceux qui l'ont connue à l'époque. Et puis je suis tombé sur un cadeau merveilleux qui était un paquet de lettres qu'elle avait échangé avec son futur mari à l'époque de ses fiançailles et durant son mariage, et où j'ai pu découvrir pour la première fois enfin un personnage sensible avec un caractère, des sentiments, des émotions, des appétits, des faiblesses. Donc j'ai pu rencontrer quelqu'un d'une façon telle que je ne l'avais pas pu rencontrer dans mes échanges avec les personnes qui l'ont connu. Là, j'ai pu pénétrer, comme quand on lit un roman ou une pièce de théâtre, on rencontre un personnage et ça peut beaucoup nous émouvoir. Moi, j'ai été tellement bouleversé par ces lettres et ça m'a fait tellement de bien que je me suis dit, oh, cette femme, je l'ai admirée un peu parce qu'elle avait des idées intéressantes, novatrices, elle était enthousiaste, elle était poétesse, elle était en même temps elle avait une grande foi, un grand besoin de Dieu et une grande générosité. Et je trouve tellement triste que sa vie se soit arrêtée brutalement comme ça. Et je dis, il y avait tout un capital de personnalité qui n'a pas été exploité finalement. Et j'ai voulu là, je me suis dit, c'est pas possible. D'abord, j'étais tellement heureux de retrouver une vraie personne, et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que tu revives. Et donc en moi est né le besoin de la ressusciter, donc de la reprendre à partir de sa mort, quelque part, de l'époque où elle est morte, et puis de recréer un personnage à partir de ce que j'ai aimé d'elle et de ce que j'ai su d'elle. Et le livre, le roman est né de cela. Donc voici donc l'histoire parfaitement imaginaire, mais pas tant que ça, de Laure Anne Dunant, issue de la petite bourgeoisie catholique, que rien ne prédestinait à devenir la cible des autorités sanitaires et la figure emblématique des défenseurs des médecines douces, parce qu'il est question d'herboristerie, de médecine douce, mais de beaucoup d'autres choses dans ce livre. Tout à fait. Et donc votre mère, vous pensez qu'elle s'intéressait au simple ? Non, je ne pense pas qu'elle s'intéressait au simple à l'époque, parce que dans l'époque de ses fiançailles, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans son milieu ne la poussait pas particulièrement à s'intéresser à ça. Et là, je dirais que c'est mon intérêt personnel que j'ai greffé sur elle. Et je pense que j'ai pu être autorisé à le faire parce que ça ne contreviendrait pas à ce qu'elle aurait pu aimer si elle était née à une autre époque. Elle est morte en quelle année ? Eh bien, en 54. Ouais. 54, oui, c'était... C'était pas encore la mode à l'époque, ouais. Alors, donc je l'ai retranscrite à notre époque, bien sûr. Je l'ai fait renaître oui, et puis, proche de notre époque, avec les thèmes de notre époque. Avec les thèmes de notre époque sur les médecines douces et sur un peu la chasse aux sorcières qui a été faite. C'est ça. Alors, D'où le titre, le millepertuis. Oui, si tu veux exciter la sympathie chez quelqu'un, intéresse-toi sincèrement à lui. Oui. Ça, c'est donc un des personnages du livre qui est plutôt un emmerdeur, qui est jamais content, qui râle tout le temps. Voilà. Et qui se rend compte que son frère, lui, tout le monde l'aime et il se demande pourquoi. Exactement. Donc, pour créer la sympathie, il faut s'intéresser aux autres. Voilà, donc il était tellement rejeté finalement par son mauvais caractère et son égoïsme qu'il a voulu essayer de comprendre comment il pouvait sortir de là. Il a vu que son frère, lui, justement, sa grande qualité, et c'est ce qu'il a fini par découvrir après sa petite enquête, sa grande qualité, c'était qu'il écoutait vraiment les autres. Il avait besoin d'entendre les autres. Ce qu'il sentait, ce qu'il éprouvait, il le disait très très peu, mais voilà, il s'intéressait à faire que les autres s'expriment, et lui se nourrissait de ça. Et quand il a compris ça, ça l'a complètement transformé. Le narrateur, c'est le narrateur qui dit ça. C'est Fontana.
Fantin-Lacour. C'est pas Fontaine-Latour, c'est Non, Fantin-Lacour. voilà. Il y a des jeux de mots. Fontaine-Lacour qui a 62 ans et qui est député, Voilà. qui écrit le livre. Et parce qu'il est aussi écrivain public. Et il se trouve qu'étant écrivain public, son métier, justement, c'est d'écouter les gens. Et il a fait, et de même que député, c'est écouter les gens pour pouvoir après retransmettre leurs paroles dans les enceintes politiques. Donc il a fait de cette découverte son métier et disons, son hobby, parce que c'est vraiment une passion pour lui après d'être capable, une fois qu'il a écouté les besoins des gens, de les retranscrire et de les porter à la connaissance des lieux où on décide. C'est pas un peu ce que vous faites, vous, Jean-Luc Martin Lagardette? Il y a un petit peu de moi, comme souvent dans les romans, il y a beaucoup de l'auteur, mais pas seulement, parce que moi, j'ai jamais voulu entrer en politique, et j'ai jamais voulu non plus vivre uniquement comme écouteur des gens. En revanche, dans mon métier, effectivement, je me suis beaucoup intéressé aux gens. Et j'ai aussi défendu leur cause, et c'est pour ça qu'il y a une ressemblance et une dissemblance. Il y a un certain José de Guevara, c'est pareil, on entend le Tché derrière, qui est président d'un comité de défense Laura Nature. Laura Nature, c'est une entreprise, une association qui crée, qui fait de l'herboristerie. Qui défend l'utilisation naturelle des plantes. Des plantes. Alors Laura Anne Vidalan, surnommée Laura, donc c'est une herboriste demeurant à Montseny, à côté du Creusot, fut incarcérée préventivement, donc sans avoir encore été jugée, pour avoir utilisé et vendu des plantes interdites aux non-pharmaciens. C'est ça. Et plus spécialement du millepertuis. Elle a été dénoncée en soirée en pleine... chasse aux sorcières. Chasse aux sorcières. Donc le millepertuis, vous l'expliquez dans votre livre, tout ce qui fait que c'est pas une plante qu'on peut délivrer comme ça sans connaissance, mais il y a une chose que vous avez oublié de dire dedans. Ah. Alors qu'est-ce que c'est le millepertuis? C'est une plante super belle, avec des belles fleurs jaunes, tout à fait. magnifiques, qui est, on peut dire, un antidépresseur, faut pas le dire, mais et qui a quelques contre-indications. Oui. Vous vous en souvenez? Des contre-indications par rapport, je crois, pour les femmes enceintes, enceintes, et puis quand il y a des traitements particuliers. Oui, et puis la grosse contre-indication aussi, c'est le soleil. Ah bon. Ça donne des problèmes de peau, et c'est étonnant parce que cette fleur qui est très solaire, il ne faut pas la prendre quand on s'expose l'été au soleil. D'accord. J'ai relevé que c'était pas dans le livre. non, y a pas, c'est un roman, c'est pas une Bible. Oui, c'est pas une Bible, mais c'est important de ne pas prendre ce... Voilà, en tout cas, ce qui est bien dans le livre, c'est justement la problématique de l'utilisation de ces plantes alors qu'on n'a pas des connaissances médicales, et de savoir justement quelles précautions prendre. Et Laurane, l'héroïne du roman, n'avait pas été suffisamment attentive à cet aspect-là des choses. C'est pour ça qu'elle a été flinguée en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il ne faut faire aucun diagnostic et aucune prescription. C'est ça. Or, elle a eu tort de faire des petites fiches et de les donner aux gens. Voilà, de mettre de l'information sur les indications finalement, et elle pensait, puisque c'était public, elle pensait que ça ne portait pas à conséquence. Et son mari, qui curieusement est pharmacien, et donc déjà il n'aimait pas trop ce qu'elle faisait, et là il a bien vu qu'il y avait une faille dans sa pratique. Ouais, donc elle, c'est une fervente catholique. Oui. Elle essaye d'avoir une famille, 3 enfants, je crois qu'elle a. C'est ça. 3 enfants avec un mari... lui aussi catholique. Ça semble complètement idyllique au départ, il n'y a pas de problème. Et au départ, leurs premières années sont vraiment paradisiaques, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent avec un même besoin d'absolu, quelque part, d'intégrité, une même foi, et le besoin de former un couple avec une famille digne de ce qu'on peut imaginer dans leur religion. Donc ils avaient un même idéal, je vous cite dans votre livre, un même idéal de sainteté qui les unissait. Tous les deux avaient en effet l'ambition de réaliser le couple chrétien parfait et d'offrir à Dieu des âmes qui sauraient l'aimer. C'est beau.
Vous en avez rencontré beaucoup, des familles comme ça. Non. Moi, j'en ai rencontré une. Oui, il y en a quelques-unes, heureusement. Mais c'est vraiment C'est rare. étonnant quand on tombe Ouais. sur eux. C'est vrai qu'on se dit que ça a l'air bien. Ouais. Ça rend même un peu jaloux. Oui, je comprends. Parce qu'on se dit, pourquoi j'ai pas été élevée dans une famille comme ça? Oui, mais ça suffit pas. On le voit au cours du roman, ça suffit pas. Alors, son mari, Michael. Michal, Michal. Oui. Ça existe, Michael? Ah, je sais pas. En tout cas, dans le roman, il s'appelle Michal. D'accord, donc ce n'est pas Michael. Non. C'est Michal. Ou Michal, on prononce comme on veut. Lui, il prend tout à fait son métier à cœur. Il est porté par Laura, qui accompagne souvent les professionnels de la santé. Qui peut dire qu'il n'aura jamais besoin d'un médecin dans le pays qui a remplacé la religion par la sécurité sociale, le docteur et le curé de notre temps? Je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que les médecins n'écoutent pas les patients. Non, mais dans l'esprit des gens. Oui, dans l'esprit des gens. Ils se confient, ils aimeraient que leur médecin soit pratiquement leur confesseur et soit attentif à tout ce qu'ils veulent dire. Mais malheureusement, comme vous le dites, il n'y a pas assez d'écoute. Et puis ça va être de pire en pire puisque ça va être maintenant des consultations par machine. Oui, par vidéo, donc il n'y a même plus de toucher. Voilà. Alors c'est une association de rationalistes, le comité contre les pseudosciences, CCPS, il existe, non? Non, mais avec ce nom-là, non. Mais ils existent sous d'autres formes. La Miviludes. La Miviludes, ça, c'est un organisme d'État. C'est celui qui est nommé... qui vient d'être dissous. Oui, non, c'est pas... donc il y a un autre... Voilà, c'est ça, la Miviludes, c'est l'Office de lutte contre le charlatanisme. Oui, mais je crois que là, il y a eu un changement. Oui, un décret qui l'a rattaché à un service du ministère de l'Intérieur. C'est encore pire. Je ne suis pas sûr, parce que la force de la Miviludes, c'était précisément d'être très identifié comme l'organisme qui sait ce qui est juste, ce qui est bon, et qui détermine qui est bien, qui est mauvais, et qui peut saisir toutes les manettes de justice ou de police pour empêcher quelqu'un de parler ou d'agir. Oui, ou débarquer à 5h du matin et d'emmener les enfants. Des mitraillettes. Et de leur montrer des trucs porno en leur demandant s'ils ont déjà vu ça. C'est vraiment un organisme qui fait plus de mal aux enfants qu'on peut le dire. Donc là, c'est un comité... Alors là, c'est des... ça existe, c'est ce qu'on peut... Pour tout dire, ce sont les zététiciens, les rationalistes, athées, qui militent pour que ne puisse être... acceptée dans la société que la médecine basée sur la preuve, et qui chassent, c'est eux qui ont eu la peau de l'homéopathie en termes de remboursement. C'est grâce à eux que des campagnes qu'ils ont menées au niveau dans la presse, auprès des hommes politiques, pour faire en sorte que l'homéopathie et les médecines douces soient bannies du système de santé. Mais ça n'empêchera pas les gens de se soigner par l'homéopathie, comme ça les empêche et par le millepertuis. Par le millepertuis, par les huiles essentielles, par les tisanes, dans la mesure où on nous laisse un peu la possibilité d'en trouver. Parce qu'il y a quand même plein de sites qui en font. Bien sûr. On dit qu'il y a des risques inconsidérés. Il y avait des risques dans sa façon de faire, et donc ils l'ont conduit en prison. Ils ont réussi à la faire conduire en prison préventive, le temps de préparer le procès, pour donc usage illégitime de substances non autorisées aux non professionnels, non pharmaciens ou non médecins. Les intoxications végétales ont pas beaucoup de problèmes, enfin il y a en général peu de problèmes avec les médecines douces, à côté des 150 000 hospitalisations et des 20 000 décès annuels dus à la prise de médicaments chimiques. Ça... oui. On s'en préoccupe pas trop. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, et cet aspect du roman, qui n'est pas l'essentiel pour moi, mais c'est un aspect important dans le sens où il s'inscrit dans notre époque où il y a un système de décision politique qui est mis en place avec des règles du jeu qui sont faussées et qui empêchent aujourd'hui le naturel, que ce soit en écologie ou que ce soit en médecine, qui empêchent au naturel de prendre un essor sérieux et je dirais garanti sécuritaire. Parce que tant qu'on diabolise les médecines douces,
on ne prend pas les mesures pour accompagner ces médecines pour qu'elles soient, et s'il y a des risques, que ces risques soient diminués. Ah, ça, c'est typique à la France. C'est typique à la France. C'est vraiment typique. Il n'y a pas que les médecines douces qui sont empêchées. On peut poursuivre, tout médecin peut donc désormais être poursuivi et interdit d'exercer s'il ne se tient pas strictement au protocole défini par la sécurité sociale. Donc les médecins deviennent juste des personnes, des fonctionnaires qui doivent suivre les administratifs, protocoles, voilà. Même si le patient ne va pas bien. Exactement. Donc il y a vraiment un problème en France. Mais il y a un gros problème. Et pour moi, c'est une vraie question. C'est pas le sujet principal du livre, mais c'est une vraie question. Et il se trouve que Laurane, mon héroïne, représente justement, concrétise cette problématique. Et d'une façon justement intéressante, qui peut montrer au lecteur comment, justement, quels sont les enjeux de cette situation en France. Et elle s'en sort pas trop mal, finalement. Hein, oui, on va voir. On verra ça en deuxième partie d'émission. Deuxième partie d'émission sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, IDFM, la radio, où l'on se sent bien, toujours avec Jean-Luc Martin Lagardette. On parle de La Dame aux mille pertuis, qui est un roman qui est paru chez JLML, éditeur. En mars 1707, le roi Soleil fait édicter un règlement pour l'étude et l'exercice de la médecine, l'édit de Marly, qui fixe pour la première fois les règles en matière d'enseignement et d'exercice de la médecine. Son article 26 dit que nul ne pourra exercer la médecine ni donner aucun remède, même gratuitement, s'il n'a obtenu le degré de licencié dans quelques-unes des facultés de médecine. Donc, ça commence en 1707, mais à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'empirique. C'est ça. Et c'est finalement, dès le début, où on rationalise, en quelque sorte, le fonctionnement de la médecine en professionnalisant donc les praticiens, en disant qu'en fait, si tu n'as pas de titre, tu n'as pas le droit de soigner, hein, et que si tu exerces quand même, c'est exercice illégal de la médecine, et on peut te punir. Donc c'est de là qu'est partie la rationalisation du fonctionnement de la médecine. Mais dès le début, ils étaient, je dirais, plus intelligents et plus pragmatiques qu'à notre époque, puisqu'ils admettaient qu'à côté des facultés où on enseignait des cours, des universités, etc., et de tous ceux qui avaient une licence et qui pouvaient donc être admis à pratiquer, à côté de ça, on reconnaissait qu'il y avait des empiriques, c'est-à-dire des gens qui... Ça pouvait être des arracheurs de dents, ça pouvait être des barbiers, ça pouvait être tout un tas de professions, et qui donnaient des potions ou qui utilisaient certaines lotions pour soigner les gens. Et les gens avaient besoin de ça, et ils avaient des résultats. Et ils ont eu l'honnêteté de dire, il faut qu'on leur accorde un brevet au plus sérieux de ces gens-là. Ils seront bien sûr surveillés, ils auront des comptes à rendre, on les laisse faire, mais... Donc on leur donne quand même une autorisation, même s'ils n'ont pas la licence de soigner comme les médecins officiels. Il n'y a peut-être pas assez de médecins non plus. Voilà. Mais on les laisse faire en disant, et en créant une administration pour les surveiller. Et il y a une administration où on a créé même des inspecteurs, des charlatans. Oui, on les appelait les charlatans. Oui, alors vous écrivez à la page 88 qu'on soit empirique, comme on appelait les soigneurs sans titre à l'époque, guérisseurs ou charlatans, barbiers pratiquant la chirurgie et la dentisterie. Voilà. Alors, le charlatan, c'était finalement un guérisseur aussi. Et pourtant, le mot charlatan, maintenant, c'est quelqu'un qui vend de la poudre de perlimpinpin. Ça veut dire qu'à l'époque, comme aujourd'hui, ce mot, c'est une étiquette. Elle recouvre deux grandes catégories de gens. Des gens qui ne sont pas étiquetés, brevetés, licenciés par les autorités et qui pratiquent quand même l'art de guérir. Et puis il y a les filous qui profitent du besoin et de la peur des gens pour vendre de la poudre perlimpinpin, comme vous dites, des lotions qui ne servent à rien et qui sont des pertes de chance pour les clients, pour les malades. Mais parmi ces charlatans, à l'époque, il y avait des gens qu'on considérait comme sérieux, qui avaient vraiment un besoin de guérir, une capacité de guérir,
Et on disait que ce n'était pas tellement leur science qui importait, c'était est-ce qu'ils pratiquaient avec éthique? Est-ce qu'ils avaient un art qui conduisait quand même à des résultats positifs, oui ou non? Et à l'époque, on disait oui, il y en a parmi ces charlatans, il y en a des sérieux, et bien on va les laisser faire, mais on va les accompagner et les surveiller. Oui, et le roi dit qu'en vérité, ça contribue au progrès scientifique. Oui, voilà, et même il va jusque-là. Ouais. Un lieutenant de police est même d'avis que le bien de l'humanité exige qu'on ne ferme aucune des voies qui peuvent conduire à ces découvertes. Ça semble logique, hein, plutôt que d'avoir la science infuse. Là. Voilà. Alors on en est loin actuellement aujourd'hui, et c'est dommage parce que à l'époque, c'était déjà en place, cette philosophie. Oui, je vois la Suisse, l'Allemagne qui ont des Voilà. pratiqueurs. Nous, on a... C'est ça. Ils sont même en train d'essayer de vouloir remettre en question l'acupuncture Oui, bien sûr. et l'ostéopathie. Mais bien sûr, tout ce qui n'est pas fondé sur des preuves matérialistes. Donc ils auront beau jeu de flinguer toutes les approches différentes. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont aussi sectaires que la France? Parce que finalement, c'est très sectaire. Hein. Eh bien, la Belgique suit d'assez près ce que fait la France. Elle commence à... Oui, mais la plupart des autres pays sont plus ouverts. Là, il est beaucoup aussi question de Dieu hein, dans cette histoire. Oui, ben ça c'est le deuxième aspect qui fait de Lorane une représentante du combat pour la défense de la femme, et notamment dans la religion. Dans sa religion, elle n'accepte pas que la femme ne puisse pas dire la messe, ne puisse pas bénir, ne puisse pas enseigner comme les hommes, représenter le Christ de la même façon que les hommes. Alors, elle a été séduite, cette fameuse Laura, par le traité théologico-politique de Spinoza et sa critique lumineuse de la Bible. Non, c'est pas elle qui était séduite, c'est l'auteur du roman. C'est Fantin. C'est Fantin. Il y montre alors donc Spinoza, il est question de Spinoza. Oui, parce que voilà. Si vous en parlez, c'est que vous le connaissez. Le narrateur, voilà, parce que c'est intéressant. Spinoza, il est à mi-chemin entre le matérialiste et le spiritualiste. Il a presque un pied dans chaque camp. Et le narrateur, Fantin Lacour, qui va rencontrer Lorane, la dame aux mille pertuis, lui, il est sceptique. Il n'est pas complètement athée ni matérialiste, mais il a plutôt une foi à la Spinoza, chez qui Deus sive natura, ça veut dire Dieu ou la nature, c'est la même chose. C'est-à-dire les choses, l'univers ou Dieu, c'est la même chose. Donc tout ce qui se passe est bien, quelque part, puisque tout est la volonté de Dieu. Et Spinoza, il raisonnait comme ça. Donc dans le traité théologico-politique de Spinoza, il y montre comment l'imagination des hommes a dénaturé la vraie connaissance de Dieu, qui doit être aimé pour lui-même et non par crainte de la mort ou de l'enfer. Et dans son éthique, le philosophe développe l'idée que la nature de Dieu ne forme qu'une seule réalité, tout est nécessaire dans ce monde. Il est question de la souffrance un peu plus loin. Voilà. Alors la différence qu'il y a entre Spinoza et Fantin Lacour, le narrateur, et puis Lorane et le catholicisme, c'est que Dieu, selon que le conçoit Spinoza, il ne peut être aimé qu'intellectuellement, c'est-à-dire je trouve sa beauté, je trouve la beauté dans sa création, j'aime le bien, j'aime l'amour, mais c'est intellectuel. Et donc l'amour intellectuel de Dieu est la plus haute valeur que prône Spinoza. Alors que pour Lorane, et pour le prêtre qui accompagne Laura dans son parcours de libération de la femme au sein de l'Église catholique, Dieu, c'est la personnalité. Dieu n'est pas impersonnel. Chez Spinoza, il est impersonnel. Dans la religion catholique, Dieu, par Jésus, a révélé qu'il était quelqu'un. Quelqu'un qu'on pouvait rencontrer, à qui on peut parler, qu'on peut chercher à entendre, qu'on peut même ressentir en soi, qu'on peut... Voilà, il y a une rencontre humaine, divine, qui peut se faire à l'intérieur de l'âme, qui n'existe pas chez Spinoza. Oui, alors concernant le récit des miracles dans l'Évangile, Spinoza l'attribue à la coupure qu'ont faite les religions entre une nature concrète et un Dieu transcendant qui ne fonctionnerait pas dans l'unité.
Dieu pourrait déroger autant qu'il le souhaite à sa guise aux lois de sa propre création, ce qui lui semble absurde. Voilà. Donc pas de miracle. C'est la voie de la science, voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qui nous paraît miracle, c'est pas parce que Dieu est intervenu sur un coup de tête pour faire aller les choses dans le sens qu'il veut. Non, c'est parce que notre connaissance est encore trop limitée pour comprendre ce qui s'est passé. C'est la science, c'est la voie de la science, Spinoza aussi. Donc ça veut dire que y a des règles, il y a des lois, et Dieu n'intervient pas par rapport à tel ou tel pour faire sa volonté ou orienter le cours des choses. Parce que donc cette fameuse Anne-Laure, Laure-Anne. Laure-Anne, cette fameuse Laure-Anne fait des miracles. Alors, elle devient guérisseuse. Mais alors, justement, entre guillemets, parce que... Mais elle ne dit pas qu'elle est guérisseuse. Non, elle dit ni qu'elle fait des miracles, ni qu'elle est guérisseuse, mais c'est autour d'elle qu'on dit qu'elle fait des miracles et qu'elle est guérisseuse. Parce qu'elle fait du bien, ce qu'elle dit. Elle fait du bien. Elle fait du bien et pas en donnant des médicaments, pas en donnant du millepertuis, mais en faisant vivre une réalité intérieure, un dialogue qu'elle a avec Dieu ou avec Marie. Oui, ça arrivera après en troisième partie. Voilà. Donc, on résume, elle a décidé d'arrêter son histoire de vente d'herboristerie. Parce qu'elle a été condamnée, mais à une très légère peine, parce qu'en fait, les juges ont bien vu qu'elle n'était pas de mauvaise volonté, que ce n'était pas quelqu'un qui voulait profiter du malheur des gens, elle a fait une bourde, quoi. Donc, ils l'ont condamnée pour 1 euro symbolique, puis elle a dit, bon, par rapport à mon mari, il est pharmacien, je ne veux plus l'embêter avec ça, donc je passe à autre chose. Oui, elle est passée dans le coma, elle a fait une NDE. Alors voilà, et ça a été très important parce que ça lui a ouvert l'esprit et le cœur sur une réalité qu'elle pensait être inaccessible. Dieu, pour elle, c'était un peu lointain, même si c'était un objectif, mais c'était un idéal, c'était un absolu, mais c'était assez hors d'elle. Alors qu'au cours de sa NDE, il s'est passé quelque chose où elle a rencontré la lumière. Et puis, donc, le millepertuis, au Moyen-Âge, s'appelait l'herbe de la Sainte Vierge. Oui, tout à fait. Et le chasse-diable. Voilà. Donc, elle fait une NDE, son mari la quitte plus ou moins. Voilà. Il se sépare. Très courageux, le mari. Ouais. Super courageux. Michael. Oui, mais en même temps, il faut le comprendre parce qu'il est complètement bouleversé. Et ça remet en cause tout son système de pensée et toute sa vie professionnelle. Je veux dire, il a été... Moi, je ne porte pas de jugement par rapport à son comportement. Mais... Non, surtout quand on voit la fin du livre, qu'on est vulgaire à part. Voilà. Après sa NDE, elle décide de changer de lieu. Son mari l'a quittée avec ses enfants. Il y a l'aîné qui reste avec le mari et les 2 autres enfants qui viennent avec Laure-Anne. Et Laure-Anne s'installe dans une petite ville, un village de l'Allier, dans le Bourbonnais, dans la montagne bourbonnaise. Et là, elle rencontre un prêtre. Et en quelques années, elle devient célèbre dans le monde entier pratiquement. Voilà. Et elle hérite aussi, je pense. Elle hérite, ce qui lui permet une autonomie financière bienvenue, et ce qui lui permet de ne pas demander d'argent à ceux qu'on peut appeler ses suiveurs, ses disciples, ou je ne sais pas quel mot donner, mais c'est des gens qui l'ont rencontré, qui ont été touchés par son message d'amour. Troisième et dernière partie, c'est Au-delà du miroir. C'est Au-delà du miroir avec Jean-Luc Martin. Lagardette, on poursuit la dame au millepertuis jusqu'au moment où elle rencontre Marie. C'est ça. Elle rencontre Marie et elle dit au cours de sa NDE. Elle le raconte donc à Fantin, je crois. Oui, c'est ça. Fantin la cour. J'ai tellement à dire sur elle, sur Marie. Elle dit sur ce qu'elle est par-delà les images que les gens ont d'elle. Je la vois comme un être de lumière, un esprit créateur à l'image de Dieu, à ceci près qu'elle a eu un commencement à la différence de l'original. Voilà. Et c'est intéressant, parce que ça voudrait dire quelque part que c'est Dieu qui a créé le féminin. Exactement. Et qu'il est lui-même en même temps le féminin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence dans Dieu, dans le masculin et le féminin. Et quand le Christ est venu il y a 2000 ans pour révéler l'amour divin, eh bien, il fallait bien choisir entre un homme et une femme. Bon, ça a été un homme, mais ça ne veut pas dire pour autant, dans l'esprit de Laure-Anne, l'héroïne du roman, ça ne veut pas dire pour autant que ça doit être réservé à l'homme. Ce lien avec Dieu, cette filiation divine, elle est aussi féminine. La femme est autant fille de Dieu, Marie est fille de Dieu autant que Jésus. Les deux sont
de la même nature. Et quand l'esprit, l'amour, prend une forme d'homme pour venir parler aux hommes et rappeler l'essentiel, il prend une forme d'homme, il pourrait très bien prendre la forme d'une femme. Spinoza était protestant. Oui, je crois. Alors quel rapport il avait à Marie? Parce que les protestants ne reconnaissent pas Marie. Mais justement, il ne reconnaît pas Marie, Spinoza. Et la personne qui accompagne Lorane dans son évolution, c'est un prêtre catholique. Gaël, disons, celui qui la rencontre et avec qui il va chercher à faire évoluer justement les consciences religieuses, catholiques particulièrement, sur l'idée que un prêtre peut être une femme. Une femme peut être prêtre. Oui, et puis les protestants ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception. Non, donc c'est pour ça qu'au départ, Fantin, lui, il était un peu embêté par l'histoire de Marie, parce qu'il était plus proche de Spinoza, plus proche des protestants, donc au départ, Marie, ça le gênait. Le fait que Lorane parle de Marie, tout ça, il n'était pas très à l'aise. Puis finalement, il l'a écouté, il l'a regardé faire, et puis il a dit, bon, bah, après tout, je vais voir ce qui se passe, quoi. Vous abordez à un moment du livre le sexe de la médecine. C'est vrai que la médecine est très masculine. Voilà. Alors que les médecines douces sont très féminines. Exactement, c'est ce que Lorane soutient. Elle prône la prise en compte des médecines douces sous cet aspect-là, en disant que le fait que l'homme rationnel, pratique, matérialiste veuille imposer la médecine basée sur les preuves, c'est quelque part du machisme. Voilà sa thèse. C'est du machisme parce que, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, ben, l'amour peut guérir, l'écoute peut guérir, la sensibilité peut guérir, peut apaiser, peut permettre à la vie de se développer, même si on n'a pas d'épreuves. Et voilà ce que prône Lorane. Et la douceur aussi. La douceur. Parce que c'est quand même des médecines des fois un peu invasives. Exactement. Donc il va être question d'ordination de femmes. Voilà. Il y en a quelques-unes des femmes qui sont ordonnées, oui, mais pas dans l'Église catholique. Si, il y en a, ça y est. mais elles ne sont pas reconnues. Si, il y en a, mais elles ne sont pas reconnues. Oui, je crois qu'il y en a 400, je crois, à un moment donné. Et depuis quand? Bon, déjà depuis quelques années. Hein. Dans l'Église catholique romaine. Oui. Depuis quelques années, maintenant, ça se fait, mais elles sont excommuniées. Mais ça s'est fait. Il y en a eu en France, il y en a eu dans d'autres pays du monde. Oui, parce que moi j'en connais une, mais c'est une église apostolique. C'est pas des églises traditionnelles, quoi. Il y en a eu, mais elles ont été bannies, quoi, en quelque sorte. Elles ont été interdites. Disons qu'il y a une résistance énorme sur le fait que la femme puisse avoir le même rôle qu'un homme au niveau de la religion. Et pourtant, dans votre livre, c'est ce qui arrive. Le pape, la phrase est vraie du pape. Avant de retrouver cette phrase, on va écouter Thomas d'Aquin qui allait quand même assez loin dans ce sens, puisqu'il disait que la femme est par nature soumise à l'homme, car l'homme par nature jouit avec plus d'abondance du discernement de la raison. Voilà. C'est gentil, ça. Et Luther, le luthérien, le fondateur du protestantisme, d'un aspect du protestantisme, qui disait « Si les femmes meurent en couche, ce n'est pas grave, elles ont été faites pour cela. » Pour mourir en couche. Voilà. Non, je pense que c'est pas pour mourir en couche, mais pour être en couche. En tout cas, pour être soumise à l'homme et pour ne pas pouvoir avoir le même statut de dignité et de liberté que le masculin. Alors ça poserait quand même un problème d'ordonner les femmes, mais ça réglerait le problème des 4000 enfants en France qui sont nés clandestinement de prêtres. Voilà. On les estime à 4000. Ça permettrait pas mal de choses, hein, c'est-à-dire, d'aller, on ne pourrait pas interdire aux LGBT aussi de faire une prêtrise, parce que finalement, pourquoi pas. Ça deviendrait... L'âme n'a pas de sexe. Oui. C'est ça qu'elle soutient, Lorane. L'âme n'a pas de sexe, or l'âme, c'est la partie de nous-mêmes qui est en relation avec le divin. 70% des Français sont en faveur de l'ordination des femmes. Voilà. Selon une enquête d'opinion récente. De l'autre côté, le pape François a toujours proclamé que Marie était supérieure aux apôtres, donc aussi aux prêtres,
Donc si elle était supérieure au prêtre, ça serait quand même pas mal qu'elle puisse, Voilà. que les femmes puissent être ordonnées. Et Lorane se revendique beaucoup de Marie en disant que Marie, c'est quelque sorte Dieu féminin, c'est la partie féminine de Dieu, conçue par rapport à notre humanité, bien sûr, et qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas être ordonnée, qu'elle puisse agir comme un prêtre, dire les sacrements, faire des bénédictions. Et le pape, bien sûr, il autorise l'expérience. Il ne dit pas, ok, on va faire, c'est acquis désormais, toutes les femmes peuvent devenir prêtres. Il va dire, on va laisser Lorane et ce prêtre catholique faire quelques messes, quelques bénédictions, etc., s'occuper de leurs ouailles. C'est bienvenu parce qu'ils voudraient sortir de toutes les histoires de pédophilie qu'il y a actuellement par rapport redorer le blason de l'Église. Blason, ouais. Et en même temps, ça peut offrir des vocations, des possibilités pour des gens que le célibat n'intéresse pas, de revenir vers Dieu, mais d'une façon plus décontractée, plus entre guillemets normale, avec femme, enfant, dans une vie, dans une cité qui est beaucoup plus ouverte, et ils prendraient le rôle qu'ils mériteraient. C'est-à-dire, on les verrait comme hommes et femmes de Dieu en fonction de leur comportement. Un peu comme les pasteurs. Et un peu comme les pasteurs. Comme les protestants, mais en reconnaissant Marie. Mais en reconnaissant Marie, voilà. Parce que chez les protestants, il n'y a pas de femmes... Si, il y a des femmes pasteurs, si. Mais là, je dirais que le fait de reconnaître à la femme la possibilité, et donc de bénir, de donner les sacrements, etc., eh bien, on ne se place plus sur un plan historique, parce qu'au départ, ils ont prétendu que si c'était réservé aux hommes, la prêtrise, c'était parce que Jésus était homme, parce que les apôtres, il n'y avait que des hommes, et puis que ça a toujours été comme ça, etc. Donc c'est plus l'histoire, ouais. C'est pas l'histoire, c'est l'effectivité de sa relation avec Dieu et de son comportement. Si c'est une femme pleine d'amour, si elle entend Dieu au présent, pas simplement le Dieu des livres ou le Dieu de la religion, mais si elle arrive par son comportement, par son amour, à faire du bien, à donner le goût de Dieu autour d'elle, ben voilà, c'est cela qui fait qu'elle est considérée comme une femme de Dieu. Oui, parce que Laure Anne, finalement, la seule chose qui l'intéresse, c'est de soulager la souffrance. Oui, parce qu'elle a eu au cours de sa NDE un moment très difficile à passer. Où elle a vu toute la souffrance du monde. Et en quelques secondes, elle a éprouvé une somme de souffrances incroyables. Elle a vu tous les gens qui étaient torturés, tous les gens qui souffraient, les malades du cancer, les violés, les volés, les déçus, les trahis, etc. Et tout ça, ça s'est marqué en elle. Mais c'est pas possible qu'il y ait autant de souffrances. Et c'était insupportable jusqu'au moment où, justement, Marie lui est apparue et lui dit, oui, mais face à tout ça, il y a mon amour, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour que tu as en toi, que tu peux développer et qui peut renverser tout ça, qui est plus fort que tout ça. Et c'est à partir de là que sa vocation nouvelle se révèle et où elle va ouvrir un centre dans la montagne bourbonnaise pour accueillir les gens et leur donner cette foi, cette confiance dans l'amour. C'était un très beau roman à lire, La Dame aux mille pertuis. J'aimerais que vous nous parliez un peu de ce qui vous tient à cœur aussi, c'est-à-dire vous faites, je crois, des journées au Forum 104. On fera peut-être une émission là-dessus plus tard. Avec grand plaisir, Joël. Ça sera la 4e année, c'est ça ? Ça sera 3e année. 3e année. Voilà, cette année, c'est le 3 mai, normalement, au Forum 104 rue de Vaugirard à Paris. Mais une petite précision avant de répondre à cette question, que JLML Éditeur ne se trouve pas en librairie. Pour commander le livre, s'il est intéressant, donc vous pouvez peut-être mettre l'adresse sur votre site, mais c'est chez l'imprimeur. Donc il faut ouvrir un compte chez l'imprimeur, c'est un peu difficile, mais voilà, si le lecteur est intéressé. Et puis il peut commander le livre sur Internet à thebookedition.com. D'accord. Donc de toute façon, on tape La Dame aux mille pertuis et puis... oui, La Dame aux mille pertuis, Jean-Luc Martin Lagardette. Moi, je vais faire... Il y a un article qui présente sur mon site que vous pouvez mettre en lien, desbredinoires.fr.
Desbredinoires.fr. Retenez des brebis noires. Des brebis noires. Oui, mais pour Voilà. le retenir. Ah oui, des brebis noires. C'est un jeu de mots, non? Oui, oui. Non, ça vient de Bredin. Au départ, un Bredin, c'est un simple d'esprit, et qui existait dans le Bourbonnais, justement. Il y a une église qui existe à Saint-Menou, un sarcophage avec une ouverture, un sarcophage de pierre avec une ouverture où on peut passer sa tête pour faire enlever la bredinerie, la sottise. Je l'ai fait 2 fois. Et alors, quand on met sa tête dans le sarcophage, ça fait bizarre? Oui, parce que tout dépend de l'état d'esprit, tout dépend de comment on est, si on y croit, si on n'y croit pas. Mais on a la tête enfermée dedans. On passe juste la tête dedans, on reste quelques instants, et puis on ressort transformé. Et qu'est-ce qu'il y a? On ouvre les yeux, c'est tout noir? Comment c'est? Dedans, c'est tout noir, oui. Mais faudrait prendre du temps. Est-ce que j'ai le temps de raconter l'histoire? Oui, bien sûr, vous avez encore du temps. Eh bien, c'est l'histoire de Saint-Menou. Saint-Menou, c'était un saint breton qui était allé en terre sainte faire son pèlerinage, et en revenant, il traverse la France, et par le centre, il s'arrête dans l'Allier, dans le Bourbonnais, dans une ville, un village qui, à l'époque, était sujet à la peste, les récoltes brûlées, les inondations, enfin tout un tas de saloperies en tout genre. Et lui, plutôt que de rentrer dans son pays, il a pris pitié de tous ces gens-là, puis il a voulu s'en occuper. Il les a soignés, il leur a enseigné l'amour de Dieu, de Jésus, etc. Et donc il a fait beaucoup de bien. Et autour de lui, il y avait un simple d'esprit, justement, ce qu'on appelle un bredin, dans l'Allier, dans le Bourbonnais, un bredin, qui le suivait partout. Et Menou et Menulf étaient toujours attentifs à lui. Il s'appelait Blaise, le simple d'esprit. Et il était le seul, finalement, humain qui considérait Blaise comme un être humain. Donc c'était un peu son Dieu, c'était un peu son Jésus à Blaise. Et quand Menulf est mort, on l'a mis dans un sarcophage en pierre complètement fermé. Mais le Blaise était tellement malheureux qu'il a voulu continuer à parler avec son Menulf. Donc il a creusé le cimetière, il a cassé la pierre du sarcophage, et il s'est mis la tête dedans, et il lui a parlé tous les jours, il venait lui parler. Tant et si bien que ce Blaise, il est devenu intelligent, il est devenu, entre guillemets, normal, et il s'est mis à répandre aussi des belles idées, etc., donc tout le monde a crié au miracle, etc. Donc on a sorti le sarcophage et on l'a mis dans l'église, où il est toujours visible. Et il est toujours dedans, pas Blaise. Allez voir, je vous invite, c'est à Saint-Menou, à côté de Moulins, dans l'Allier. Dans l'église? Dans l'église de Saint-Menou. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre la tête dans le sarcophage. Vous en connaissez beaucoup des histoires comme ça? Ouais. Ça sera l'occasion de faire une prochaine émission, puisqu'on se trouvera dans quelques temps pour que vous nous parliez de la journée du guérisseur, et des cycles de conférences sur la spiritualité, sur les minorités spirituelles. Je vais faire un cycle de conférences pour permettre à toutes ces minorités qui ont été stigmatisées, dénigrées, diabolisées en France, que ce soit tout ce qui est les anthroposophes, que ce soit les scientologues, que ce soit l'Alliance universelle, que ce soit les sikhs, que ce soit toutes plus ou moins accusées de dérives sectaires, etc. Elles n'ont jamais eu d'avocat, elles n'ont jamais eu le droit de s'exprimer dans les grands médias. C'est d'emblée, par la Miviludes et par les associations dites anti-sectes, des gens qu'il ne faut surtout pas fréquenter. C'est toujours très dangereux. Attention, ils mettent une emprise sur vous, ils vous prennent votre libre arbitre, et puis etc. Ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai, mais au moins qu'on les écoute, au moins qu'on débatte, au moins qu'ils aient aussi le droit de se défendre. En France, ils n'ont pas le droit de se défendre publiquement. Il n'y a pas de débat où vous verrez un anthroposophe face à un rationaliste expliquer pourquoi la médecine, l'agriculture biologique, biodynamique, par exemple, est intéressante. De Steiner est intéressante. On n'a pas de débat comme ça. Et moi, je veux offrir la possibilité au moins de confronter les idées. Oui, on est dans un pays de liberté d'expression. C'est Michel Onfray, je crois, qui dénigre complètement Steiner. Oui, il n'est pas le seul. Ouais.
Il y en a beaucoup, Mais bon, et c'est la mode. Mais C'est c'est la mode. une voix unique, c'est-à-dire il parle en dénigrant C'est ça. quelqu'un sans avoir de répondant. Mais c'est justement ce que je critique, ce que j'ai toujours milité pour ça. Moi, si j'ai une constante, c'est que je milite pour la recherche de la vérité. Et la recherche de la vérité, c'est d'écouter au moins à charge et à décharge. S'il n'y a pas au moins ça, j'écoute pas. Quelqu'un qui fait que louer ou que critiquer, ça m'intéresse pas. Par contre, si cette personne accepte d'être en face de son contradicteur publiquement et débattre avec des arguments et non pas en disant c'est des salauds, c'est des ci, c'est des ça, alors là, on peut avancer. Ok, il y a Cap aussi. CAP, une association qui essaye de faire l'avocat de ces minorités. Mais je dirais, ça, c'est pas encore acté, puisque j'ai soumis la possibilité au Forum 104, et on verra s'ils sont d'accord pour ça. En tout cas, ils sont d'accord pour la journée du guérisseur. Il y aura des femmes et des hommes, mais ça sera sur... Le thème, c'est l'amour et la vérité comme pilier de la fraternité. Sans amour, sans vérité, c'est un rêve de penser qu'on arrivera à établir une fraternité entre nous. On refera une émission là-dessus. Avec grand plaisir, Joël. Merci beaucoup, Jean-Luc Martin Lagardette. Votre site internet pour vous retrouver. Desbredinoires.fr. Des bredis noirs. DEBREDINOIRE.fr. Merci beaucoup. Merci, Joël. Merci.